Yes. Et voilà. Super. J'espère que vous avez bien mangé, bien bu, que vous avez la panse bien remplie, que vous êtes bien repu. Et donc on va continuer. Et maintenant c'est le moment que vous attendez tous. On l'a bien vu tout l'après-midi. C'est là que vous allez pouvoir poser toutes vos questions, notamment à David qui est toujours là. Euh, et puis fire at will. Euh, Merci à vous. Au revoir. Après, si vous n'avez pas de questions, c'est pas grave, hein. Ouais. Bah voilà. Donc peut-être, moi en fait, je voulais un peu peut-être commencer avec la fin. Là, on a fini. Moi, je personnellement trouve assez intéressant toutes ces histoires de blockchain, même si NFT, c'est quelque chose qui me fait je suis un peu allergique. Je trouve intéressant ce concept de smart contract. Et j'imagine que dans le futur, on va trouver des manières différentes de focaliser ça de manière un peu je sais pas quoi, comment on dit, moins kitsch que le Bored Apes, de ça qu'on a vu. Mais du coup, comme on parlait de trois auteurs, moi je me demandais, je pense, il n'y a pas des gens qui ont peut-être essayé de trouver une manière que ce qu'on contractualise, ce soit en fait des droits d'auteur qu'on vend une NFT, quand on fait un smart contract avec quelqu'un, que de quelque manière, ce qu'on vend, ce soit une partie, par exemple, ou tous les droits d'auteur, de telle manière que l'artiste peut se payer. On pourrait dire une avance, par exemple, ça pourrait être genre une avance éditoriale. Mais moi, en tant qu'éditeur, en tant qu'investisseur, moi, je pourrais payer, par exemple, 1000 euros, 10 000 euros pour un artiste que moi j'aime bien. Et en revanche, moi, j'ai une partie, par exemple, des droits d'auteur dans le futur. Évidemment, ça pose des questions, mais moi, en tant qu'individu, si je ne suis pas auteur ou éditeur, je ne suis pas membre de la SAMAM, donc il faudrait évidemment, il y a plein de choses qu'il faudrait mettre en place pour un futur, quelque chose comme ça Non. qui soit réalisable. Mais je ne sais pas s'il y a déjà des gens qui cherchent Oui, de... mais en fait, bon, effectivement, les exemples que j'ai donnés sur les NFT étaient les exemples les plus caricaturaux. Et c'est peut-être ça qui vous a eu cet effet un peu de répulsion. Mais la blockchain, on n'est qu'au début de l'exploitation de cette nouvelle technologie. Et la blockchain pourrait être implémentée dans plein de choses différentes, et ça peut partir dans tous les sens. On peut se servir d'une blockchain pour répartir, enfin, pour suivre une œuvre, pour voir ce qui est fait avec cette œuvre, pour lier un contrat, le fait qu'on se fasse rémunérer directement, tout est envisageable avec cette technologie-là. Et elle est d'ailleurs étudiée actuellement. Il y a énormément de gens qui se disent qu'il y a moyen de faire énormément de choses, en ce compris de la gestion de la propriété intellectuelle. Et donc là, pour le coup, on ne parle plus de vendre un token, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière, la technologie peut véritablement aider et faciliter la gestion de la propriété intellectuelle et d'avoir un lien plus direct, d'avoir un contrôle beaucoup plus direct sur tout ce qui se fait avec les œuvres grâce à ces technologies-là, les smart contracts et autres. Oui. Donc des licences intelligentes, oui, à mon avis, on va se diriger vers ça. Mais ça peut aussi vachement compliquer les choses, hein. Parce que là, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, il y a un artiste qui a vendu 192 minutes, non, Oui. secondes. On les a séparés. Donc, on se retrouve avec 192 ayant droit. J'ose à peine imaginer, David va mourir avec ça. Mais ça, c'est les DAO, hein, Non, non, mais la blockchain permet aussi, oui, de faire donc de splitter des droits ou de faire toute une gestion d'une
d'une communauté qui décide. Donc il y aurait moyen, par exemple, oui, de dire, voilà, j'ai une œuvre et il y a 1000 tokens relatifs à cette œuvre-là, mais alors il faut également bien concevoir la gestion et la gouvernance, comment vont se prendre les décisions, la majorité, comment est-ce qu'on va voter, etc. Mais on se sert aussi de la blockchain de plus en plus pour faire ça aussi, pour faire participer chaque détenteur et le faire voter pour faire prendre des directions à des projets. Mais alors effectivement, il faut que tout soit Oui, mais contractualisé. moi, ça me rappelle My Major Company, c'est-à-dire devenez tous producteurs, soyez tous. C'est à un autre niveau. Hein. Mais c'est souvent lié aussi au crowdfunding, hein, donc c'est une manière de... Oui, mais c'est toujours l'idée, c'est toujours de se dire comment un artiste va soutirer le maximum de fric à ses fans. Bon, en vrai, c'est ça l'idée. Oui, c'est un peu dérangeant. Ouais. Oui, si c'est vu comme ça, il y a moyen de le faire comme ça. Si c'est pour avoir un... Justement, grâce à ce genre de technologie, il y aurait moyen de faire que les fans prennent des décisions. On pourrait imaginer qu'un artiste se dise, et la prochaine œuvre, elle sera comment? Est-ce que vous préférez que ça aille dans telle direction, telle direction? Oh, Et ouais, non, ça serait possible. Maintenant, Oui, je ne dis pas que oui, ça soit bon ou mauvais. Il y a je il y a un champ de me possibilités. permets ce jugement. Oui, 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 mais je peux comprendre. Peut-être que par ce biais-là, l'artiste va vendre son âme et n'aura plus Ouais. sa flamme ou son intégrité qui fait de lui ce qu'il est. Non, mais c'est pour ça que je me réfère à My Major Company. C'était le public va décider qui va être l'artiste de demain. Bon, au final, il y en a 2 qui ont vendu un peu de disques, et puis voilà. 2 ans, ça a duré. 3 ans. On se donne rendez-vous dans 2 ans alors, avec les NFT. Un peu plus, peut-être. Est-ce que la SABAM a des pistes de réflexion sur les NFT? Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez dans votre réflexion? Oui, donc on a effectivement eu des discussions en interne sur les NFT, pas seulement sur les NFT d'ailleurs, aussi sur les autres nouvelles technologies. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'NFT est quelque chose qui doit être repris dans une gestion collective. Ça me semble aujourd'hui d'être plutôt une transaction individuelle entre 2 personnes, éventuellement avec un droit de suite, mais enfin, c'est un contrat individuel et ça ne doit pas nécessairement être une gestion collective. Si cet NFT est une pièce de musique qui, alors après, devient un tube qui est diffusé sur radio, télé, etc., on parle de quelque chose d'autre. Hein. Ça devient assez complexe parce que là, à ce moment-là, s'il y a 192 ayants droit qui doivent se décider entre eux si cette musique-là peut être associée avec un pub à gauche à droite, Bonne chance. peut être intégrée dans un film ou dans une série ou avec une partie politique, ça devient ingérable. Et c'est ça que, individuellement, c'est tout à fait possible, mais il ne faut pas oublier non plus, je pense, qu'il y a toute une industrie musique qui donne de l'expertise et qui donne son expertise pour prendre certaines décisions. Quelle chanson doit être sortie d'abord et quelle pas, et comment est-ce qu'on va faire le management de cet artiste et comment est-ce qu'on va éditer et est-ce que c'est une bonne idée d'apparaître dans un pub de Volvo ou est-ce qu'on doit le mettre surtout chez BMW? Enfin, je ne sais pas, mais ce sont tous des décisions stratégiques qui nécessitent une connaissance du métier que les 192 propriétaires du NFT n'ont pas nécessairement. Et ce n'est pas une mauvaise chose sur soi, mais c'est juste une conséquence d'entrer dans ce genre de transaction, je pense. On en a parlé pour des œuvres graphiques, mais les exemples qu'on a vus, ça ne concernait pas la musique proprement dite. Ça concernait des vidéos, etc., mais pas un fichier musical. Oui, bien sûr. Bon. Ça peut concerner tout. Ça peut tout à fait concerner des œuvres musicales. Et d'ailleurs, Oui. oui, il y a effectivement un artiste français qui a décidé de séparer seconde par seconde son œuvre et de dire que cette seconde est liée à un tel NFT et peut être achetée. Mais quels étaient vraiment les droits des acquéreurs? Ça, c'est vraiment une question. Évidemment que ça se pose. Honnêtement, j'en sais rien, mais c'est peut-être simplement à titre symbolique, peut-être qu'il a peut-être juste décidé de répartir les royalties en 1% par personne, mais que lui prenne encore toute la décision. Je n'en sais rien. Là, il faut vraiment voir le contenu du contrat en question.
Toujours par rapport au NFT, est-ce qu'on n'est pas juste dans une période où on a plein de gens qui ont amassé du capital avec des bitcoins et des Ethereum, etc., et qui savent juste pas quoi en faire, et qui dépensent de l'argent pour des trucs qui valent absolument rien, mais bon, ça leur fait plaisir parce que... voilà. Parmi les deux collections que je vous ai données, il y en a une qui s'appelle Bored Apes, des singes qui s'ennuient. Je me suis déjà fait cette réflexion et ce lien aussi. Oui, où finalement, c'est peut-être pas un peu ironique finalement. J'ai une question un Mais petit c'est peu... beau, c'est un beau geste artistique à ce moment-là, non? J'ai une question un petit peu vague à poser en fait, mais parce que ici on a vraiment 4 personnes qui viennent de lieux différents du droit d'auteur. Et dans cette dernière présentation, donc on a parlé de Creative Commons, c'est un modèle de licence qui est arrivé au début des années 2000, c'est ça, un truc comme ça. Maintenant, il y a le NFT qui est apparu il y a quelques années et qui pose tout un tas d'autres problèmes au regard du droit d'auteur. Et en même temps, avant ça, j'ai l'impression que le droit d'auteur, ça a été légalement relativement statique pendant très longtemps parce que la technologie n'évoluait pas aussi vite. Non? Bah, il y a eu Napster avant quand même. Il y a eu, Non, non, d'accord, non. il y a eu Napster, il y a eu les droits voisins qui sont arrivés dans Le- les années le droit 50, d'auteur, je sais pas. le droit d'auteur, il est toujours lié aux évolutions technologiques. Et Il Dieu, s'adapte. on n'a jamais vu autant d'évolutions technologiques que ces 50 dernières années. C'est-à-dire que de la fin du 19e siècle aux années 50, il y avait comme diffuseur possible et comme support le 78 tours, la radio, basta. Évidemment, le concert et les partitions. Et là, en 70 ans, ça n'arrête pas d'évoluer. Les sociétés de perception n'arrêtent pas d'inventer des nouveaux systèmes plus performants à chaque fois. Et on se retrouve toujours confronté à des nouvelles questions. C'est en évolution permanente. Du coup, alors une question à poursuivre sur celle-là et qui est de savoir, est-ce que d'après vous, on va réussir à intégrer des technologies comme celle-là et à les réconcilier avec le droit d'auteur On y arrive toujours. Hein. Mais oui, puisque dans les NFT, ce qui est important, c'est le smart contract qui accompagne. Et dans ce smart contract, on précisera les modalités d'utilisation de ce NFT et les revenus qui pourront être générés à partir de ce NFT. Donc c'est par le biais du smart contract qui accompagne le token, on va pouvoir régler l'aspect droit d'auteur. Mais bon, on est aux prémices là, hein, on chipote pour le moment. J'ai entendu que l'artiste Brian Eno avait dit « Ah oui, c'est bien les NFT, on va tous devenir des petits capitalistes, des petits banquiers. » David Bowie, déjà il y a 20 ou 25 ans, a vendu des obligations, obligations, je sais pas ce que... Des obligations. Des obligations. Il était un capitaliste pur sang. Il a vendu, il a emprunté de l'argent de son fanbase avec comme contrepartie les royalties futures de son œuvre. Non, mais Donc c'est pas nouveau. Ce qui est aussi toujours compliqué dans les métiers de la musique, c'est qu'il y a plusieurs métiers de la musique. Il y a effectivement une industrie musicale qui est là pour faire un chiffre d'affaires immédiat et conséquent, mais on joue avec la matière première qui est la création et qui est quand même, pour une grande partie des créateurs, leur trip. Donc on joue avec le sensible. Donc il y a toujours un moment donné où il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, avec le fait de faire du commerce avec leur trip, et d'autres que ça dérange beaucoup. Et il y a de toute façon toujours eu des artistes underground qui naviguent en dehors du système, et d'autres qui sont prêts à se corrompre à n'importe quel prix. Personne n'oblige personne à devenir quoi que ce soit. Je pense que chaque individu restera fidèle à ce qu'il est, quelles que soient les évolutions. Hein. Ouais, je voulais rajouter par rapport à Brian Eno. Du coup, lui, au-delà de sa partie en tant que musicien, il est aussi artiste. Et ses œuvres, je pense qu'ils sont aussi achetées pour des investisseurs. Parce que dans l'art, c'est assez commun d'acheter des œuvres d'art avec des expectations que dans le futur, ils vont monter en valeur. Donc du coup, il est un peu hypocrite dans ce sens, même si moi j'adore Brian Eno.
Ouais. Mais voilà. Mais du coup, ma question, c'était un peu ce que vous en pensez en tant que consommateur. Peut-être, je trouve qu'avec le NFT, il y a quelque chose d'assez intéressant que précisément, jusqu'au moment, le consommateur, c'était juste un consommateur qui écoutait de la musique, qui peut-être avant il payait 40 euros pour un disque, mais maintenant il paye rien parce qu'on peut l'avoir gratuite. Mais avec NFT, peut-être le consommateur peut aller au-delà de ça et devenir un investisseur dans la musique, de la même manière que dans l'art. On est déjà là. C'est Mais plus un establishment Ça, qui existe. Ça a toujours existé. Ah Il y a ouais. toujours eu des mécènes, il y a toujours eu Ouais, non, des... mais aujourd'hui, l'investisseur de musique, c'est vous. C'est Non, l'éditeur ou c'est le consommateur. Il y a une différence entre le consommateur, à mon Il y a avis, quelques c'est- années, Wu-Tang Clan a encore sorti un disque qu'ils ont vendu pour 1 million, je pense, à un fan. Hein, oui, oui. Un Un fan. exemple. C'est exactement. C'est Non, pas mais ça, différent c'est- de c'est- l'NFT un qui est NFT, vendu pour Qui 1 ça? million. C'est qui? Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan. Mais peut-être ça, c'est. D'ailleurs, pour la petite histoire, au mec qui est devenu riche dans l'industrie pharmacie, je crois, faire un x5 des prix du médicament qu'il vendait. Mais peut-être ça, Qui était un peu. ça, c'est peut-être l'exemple qui fait que montre que c'était pas le cas en général, parce que c'était juste Wu-Tang Clan qui ont fait ça. Moi, ma question, c'était plutôt. Est-ce que vous pensez que peut-être ça peut ouvrir, vraiment, changer complètement le marché de la musique? Je ne pense pas que ça va changer complètement, mais je peux très bien m'imaginer qu'il y a plein de groupes qui sortent ça comme ils sortent des autres packages uniques. Hein, tu peux acheter, si tu as Metallica, tu peux acheter pour 300 euros, je pense, un backstage pass avec un meet and greet. Hein. Ça, allez, ou beaucoup plus d'argent même. C'est des packages qui... Non, mais Et après, le fait d'être unique va juste augmenter le après prix. la volonté quand même de la plupart des créateurs, c'est de partager leur création. Si ça devient une règle que de réserver sa création à un minimum de gens sur des critères financiers, euh, franchement... Non, non, en fait, ça pourrait être. Moi, je fais la musique, je l'offre, tout le monde peut l'écouter, presque pour rien. tu veux dire... Oui, Mais par ok. contre, il y a un investisseur qui a les droits, qui vraiment va Mais faire c'est l'argent le avec principe ça. de l'industrie musicale depuis qu'elle existe. Hein. Je suis désolé, hein, mais une maison de disques, c'est ça. Hein. Ouais, exactement, mais pour jusqu'au moment, c'était des maisons de disques, c'était des éditeurs. Et Oui, c'était mais pas, après- c'était pas moi en tant que fan de Brian Eno qui va acheter la musique de Brian Eno avec l'expectative d'un jour que ça révalorise de quelque manière. Ma question, c'était Oui, plutôt mais si ça peut changer Là, dans ce là sens-là. tu fais ça, tu dis ça comme si n'importe quel amateur de musique était capable d'investir des millions. Encore une fois, ça reste un critère d'argent. Donc de toute façon, quelqu'un qui est un producteur indépendant, qui est fan d'un artiste et qui veut produire son album, ça a toujours existé. Et Ouais, je pense qu'il faudrait revenir sur un problème qu'on a évoqué, c'est pour les artistes qui débutent et qui ne sont pas spécialement inscrits à la SABAM, celui qui presse ses disques, etc. On a vu qu'il y avait moyen de s'inscrire sur Google en s'inscrivant uniquement chez les agrégateurs, comment tu les appelles? ça peut vraiment changer les choses. De quelle manière? Bah, c'est-à-dire que ça peut devenir vraiment viral. Ça peut avoir une vraie influence sur la façon dont les créateurs protègent leurs œuvres, oui, bien sûr. Mais il reste quand même encore toujours, c'est vrai, hein, tout à fait, et du gain de l'indépendance, parce que tu n'es pas obligé de passer via un A&R manager. Enfin, l'indépendance. Ouais, ok. Théorique. Non, mais, ok, mais tu peux publier toi-même ton répertoire que tu peux alors faire enregistrer. Qui appartiendra Spotify, toujours à etc. quelqu'un. Hein. Qui va toujours appartenir à quelqu'un, où il y aura toujours un split de chiffre d'affaires, toujours, parce qu'il y a toujours un service qui est rendu, qui est payé, c'est logique. Et il ne faut pas oublier le problème le plus important, d'ailleurs, je pense que Laurent l'a évoqué, que
c'est pas très difficile d'être sur Spotify. C'est extrêmement difficile d'être écouté sur Spotify. Et donc, il y a toujours un boulot de marketing et de production, de promotion, etc., qui va devoir être fait. Et qui d'ailleurs, même une label belge, Pias, Play It Against Them, depuis déjà longtemps, a des services, soi-disant 360 degrés, où ils vous signent pour un deal total, ils vous font tous pour vous, mais a aussi isolé certains services et peut te vendre comme artiste un service simplement de marketing, un service simplement de promotion à je ne sais pas quoi. Donc c'est possible déjà aujourd'hui. Et le grand problème, c'est pas d'être publié, le grand problème, c'est d'écouter et d'être découvert. Ça, c'est le grand problème. Mais, en fait, j'ai une question, puisqu'on parle de Spotify. On parlait de NFT, et dans un sens, le NFT, c'est particulier parce qu'il s'agit vraiment de l'unicité du token. C'est une seule copie, un seul objet. Et il s'agit de traiter voilà, les transactions par rapport à cet objet-là. Mais effectivement, sur les plateformes de streaming, a priori, c'est à l'infini, c'est des histoires de volume. Je pense pour les petits artistes, c'est ça qui est problématique. Et je me pose la question, dans la mesure où, en fait, il y a eu je sais pas, pas un fait divers, mais une histoire qui s'était passée avec Spotify. J'espère que je me souviens pas de ça de travers, mais qu'en gros, ils avaient demandé à des ghostwriters d'écrire des chansons dans certains styles, ce que moi j'appelle très péjorativement des Muffin Mondays, playlists et des trucs comme ça. Vraiment, c'est des styles plus que des artistes ou des chansons. Et du coup, la question que je me posais, c'était pendant combien de temps est-ce qu'à un moment donné, c'est pas plus intéressant pour les distributeurs type Spotify, pour les plateformes comme ça, de juste avoir leur propre contenu et qu'à ce moment-là, en fait, c'est un peu se tirer une balle dans le pied que de dépendre de ça en tant qu'artiste. À la Netflix. Plaît-il ? À la Netflix. Finalement, on se rend compte que les plateformes qui étaient censées nous donner de l'accès à des œuvres audiovisuelles, finalement, se sont rendues compte que pourquoi pas les produire eux-mêmes. Effectivement, Netflix le fait. Et en fait, par rapport à la musique, moi, j'ai une autre idée en tête, et qui est la musique créée par intelligence artificielle, qui, à mon avis, sera encore un autre cauchemar en termes de droit. Ouais, mais il y aura toujours la créativité de l'auteur, hein, la créativité des artistes, qui, j'espère, va quand même être appréciée plus à un moment donné. Il y a quand même autre chose, il y a de la musique qu'on écoute et il y a des artistes qu'on aime. Et ça, c'est deux choses très différentes. Ouais. Parce que je pense, parce que en fait, un artiste, au final, pour des plateformes comme celle-là, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est de payer les droits sur les œuvres, c'est de payer oui, les mais éditeurs. regarde, tous les tournées d'artistes virtuels, ça a duré. À un moment donné, tu as besoin d'aimer quelqu'un. Hein. Je veux dire, on est des êtres humains. Hein. Je pense que ce qui s'est passé avec Spotify, c'est que l'accès à la musique est devenu beaucoup moins cher, mais beaucoup, beaucoup moins cher. Ce qui veut dire qu'il y a probablement une partie de l'audience de Spotify et autres, et Deezer, qui n'aura pas acheté de disques avant, qui n'aura pas investi dans la musique avant, et qui utilise Spotify comme dans le temps on utilisait le radio, c'est-à-dire comme background, sans vraiment apprécier la musique et sans même avoir un intérêt dans la musique qui est produite. Donc, comme Laurent a dit, effectivement, il y a des gens qui écoutent la musique et il y a des gens qui aiment la musique. Et les gens qui aiment la musique vont toujours, à mon avis, sélecter des artistes et avoir une appréciation pour l'œuvre artistique. Oui, mais on est tous comme ça. Il y a la musique qu'on écoute en musique de fond ou en musique d'ambiance ou dans une soirée, et ça ne viendrait pas à l'idée d'aller voir tel ou tel artiste qu'on écoute dans ce genre d'occasion en concert, par exemple. Et il y a des gens pour lesquels on est prêt à faire 1000 km ou 10 000 pour aller les voir parce qu'on a noué un vrai lien affectif. Justement, à propos de ça, il n'y a pas longtemps, j'ai cherché à savoir ce que des gens beaucoup plus jeunes écoutaient. Ouais. Et donc à avoir des noms. Et donc j'ai demandé à une jeune femme de 20-25 ans, comme ça, qu'est-ce qui était intéressant. Elle me dit, voilà, il faut écouter les plateformes. Donc c'est les Spotify et compagnie qui sont sortis. Et je lui ai posé plusieurs fois la question pour essayer d'avoir des noms, et il n'y avait rien qui sortait.
Non, c'est globalement, Alors, c'est bien. 25 Tout est ans, bien. on est déjà au-dessus du cœur de cible, hein, déjà. Hein. Eh, ok. C'est plus jeune encore. Hein. Mais oui, encore une fois, il ne peut pas y avoir autant d'abonnés qui écoutent de façon active. La majorité des écoutes est passive, comme l'a dit David. Les gens écoutent beaucoup la musique, comme la radio il y a quelques années. Donc, au final, on n'a jamais autant consommé de musique dans l'histoire de l'humanité. Je veux dire, on ne peut pas aller quelque part sans qu'il y ait de la musique. Donc, évidemment qu'on n'est pas à chercher absolument à savoir qui est derrière. Mais après, je ne sais pas s'il y en a ici qui utilisent Shazam, mais on l'a tous fait de se dire c'est quoi ce truc qui tue, je veux savoir ce que c'est. Parce que nous, ici, on est amateurs de contenu. Le partage est important. Et le partage, c'est-à-dire, tiens, moi j'ai découvert ça, et toi, qu'est-ce que tu penses de ça et Oui, mais ça peut nous arriver aussi de mettre de la musique juste pour créer une sorte d'ambiance sonore et se fiche complètement de savoir qui joue, qui chante, qui... Right, Nino. Du coup, juste pour continuer là-dessus, mais si effectivement la radio est supplantée par les plateformes de streaming, et je conçois dans l'usage, effectivement, c'est ça que j'observe aussi, mais c'est loin d'être le cas. Hein. Pour C'est-à-dire beaucoup que de les jeunes, plateformes de typiquement, streaming effectivement, aujourd'hui suivent quand même les diffusions radio. Hein, c'est majoritairement. Hein. c'est-à-dire qu'il y a les grandes playlists qui sont très suivies, mais fondamentalement, une fois que l'utilisateur a trouvé... C'est-à-dire que jusqu'à présent, les plateformes n'ont pas remplacé en termes de popularité les artistes qui sont matraqués à la radio. Du coup, ma question, c'était essentiellement ça, à savoir si c'est vers ça que ça tend, la radio, ça continue de rapporter beaucoup plus que les plateformes de streaming pour des petits artistes. Je sais typiquement, toi, Laurent, je ne sais pas de quel œil tu vois ça, parce que est-ce que dans ton chiffre d'affaires, tu ressens ça, le fait que ce qui finalement passe vers le streaming, tu le perds sur ce que tu perds au niveau des radios? Non, parce que, encore une fois, vraiment, la grosse majorité du public manque de curiosité totalement, on le sait. Je veux dire, si tu parles de petits artistes, c'est bien qu'il y a une raison. C'est-à-dire que ce que tu entends par petits artistes, c'est des gens qui sont connus par une niche. Encore une fois, aujourd'hui, passer à la radio, passer à la télé, c'est s'assurer d'avoir des streams en conséquence. L'inverse reste à prouver. C'est-à-dire que je ne vois pas aujourd'hui quelle plateforme aurait des playlists suffisamment impactantes pour faire en sorte que des artistes émergent de façon ultra populaire sans passer par des médias traditionnels. Ça fait 20 ans que ça existe, on n'a pas bougé encore de modèle. Les plus streamés sont ceux que tu vois partout déjà, naturellement. Est-ce que c'est une métrique que toi, tu utilises quand tu choisis de travailler avec un artiste? Pas du tout. Donc il est fait 50 streams sur Spotify ou 50 millions. Ah bah, je préférerais qu'il ait fait 50 millions. Donc, on est bien d'accord quand même. Non, mais c'est pas... C'est un critère d'industrie musicale. Et aujourd'hui, ils sont d'abord. D'ailleurs, aujourd'hui, la seule plateforme, je vais te dire, qui excite toute l'industrie musicale, c'est TikTok. Hein. Ils ne jurent que par ça. Ils sont prêts à signer n'importe quoi du moment où TikTok s'excite dessus. Mais ça, c'est un autre métier. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'industrie musicale, on a besoin d'avoir des projets qui ont une rentabilité immédiate et une durée de vie limitée. Parce que ça fait marcher la machine. Et que de toute façon, toute l'industrie, toute la vie de la société musicale est liée aussi à ça. C'est-à-dire que quand il y a des gros chiffres d'affaires d'artistes qui font des immenses concerts, qui font des immenses droits d'auteur, ça bénéficie à tout le monde, même aux plus petits des plus petits artistes, puisque de toute façon, il y a une partie qui est restituée, je trouve. Je ne vais pas trouver le bon mot là, mais redistribué. Un des aspects positifs de
YouTube, c'est que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à jouer de la musique, il fallait voir quelqu'un qui t'explique comment on fait les accords, etc. Et ça prenait du temps, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes musiciens sont des vrais virtuoses en très peu de temps. Pourquoi ? Parce que sur YouTube, on leur montre tout ce qu'il faut savoir. Et en quelques vidéos, on arrive à jouer un morceau de musique. Et en une ou deux années, on a des gens qui ont une dextérité sur l'instrument incroyable. Et donc, on a une pratique de la musique qui se diffuse à travers ces plateformes. Et toute cette musique qui se fait, un peu comme on pouvait le faire du temps des partitions, il y avait toujours quelqu'un dans la salle qui savait jouer du piano et tout le monde chantait, etc. Est-ce que ce n'est pas un peu en contradiction avec l'industrie musicale ? Est-ce que le modèle de l'industrie musicale qui veut mettre des stars en haut d'affiche, etc., est-ce qu'il n'y a pas un chiasme entre la pratique des gens qui jouent de plus en plus, qui savent ce que c'est qu'un micro, etc., et le modèle de mise en place de la musique sur les plateformes, etc. Enfin, honnêtement, d'abord, il n'y a pas de... Enfin, à part... Là, tu veux dire musique industrielle contre musique qualitative, c'est ça ? Non, pas Non. question de musique qualitative, parce que ça peut être la musique tout à fait banale, mais il y a une pratique de la musique qui est là. Et donc, par rapport aux droits d'auteur, prenons la question des cafés. Ouais. Quand un café veut organiser une fête, voilà, bon, la SABAM vient leur dire, écoutez, il faut payer pour les droits, etc. Or qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent de la musique, il y a de plus en plus de... Ici, on pourrait donner une guitare à tout le monde, on pourrait jouer, voilà. Et je veux dire, il n'y a pas besoin de l'industrie pour avoir de la musique. C'est ça que je veux dire. Donc, est-ce qu'on ne peut pas... Pourquoi il n'y aura pas besoin ? Il y a toujours besoin de... Enfin, le moment que vous commencez à jouer des covers ou quoi que ce soit, vous êtes déjà en train d'utiliser une création de quelqu'un d'autre qui a décidé de monétiser cette droit d'auteur. On peut très bien jouer de la musique sans jouer des covers. On peut bien sûr. Juste improviser. Bien sûr. Les mecs qui font du jazz. Bien sûr. Et il n'y a personne qui va vous arrêter de faire ça. Mais il y a quand même la raison pourquoi il y a une industrie musique, c'est parce qu'il y a des gens avec une connaissance de leur métier qui peuvent détecter ces gens-là, et peut-être pas toujours correct, mais enfin, qui ont quand même un track record de détecter des artistes intéressantes et qui ont les qualités de pouvoir promouvoir ces gens-là chez les bons radios, de pouvoir placer l'heure dans le marché, etc. etc. Donc ça revient au même sujet. Il y a 80 000 millions de tracks, à mon avis, sur Spotify, et les gens en écoutent 1 million peut-être. Hein. Donc quel est... est-ce que dans ces 79 millions d'autres, est-ce qu'il n'y aura pas de qualité ? Certainement si, il y aura des qualités dedans. Mais quelle est la différence ? Un peu de chance pour le moment, et aussi du métier, de l'entourage. Non ? Et c'est vrai que je comprends la question dans le sens, avant, l'industrie de la musique, c'était clair, c'était aller chercher à la source et voir les gens qui avaient le talent, ceux qui n'avaient pas de talent, et puis ceux qui avaient à la fois le talent, qui présentaient bien, qui avaient un bout. Et on les élevait, on les faisait passer à la radio et autres. Et donc il y avait vraiment un phénomène d'élévation, d'aller chercher et de les élever. Et ici, effectivement, avec les plateformes, il y a énormément de talent, où on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont du talent que... On dirait, c'est comme s'il y a 30 ans... Pardon ? Que ce qu'on voit. Voilà, exactement. Donc, Oui, mais ça... Mais Justin Bieber, je crois qu'il a quand même été découvert sur YouTube. Donc il y a quand même des exemples de gens... Non, c'était un acteur dans une série australienne. Ah bon, oui, ok. Mais il y a quand même des artistes qui ont été découverts sur YouTube et qui n'auraient peut-être pas eu la chance. Par rapport à... Enfin, YouTube existe depuis 20 ans, et avec, je ne sais pas, un nombre de vidéos invraisemblables à la minute, là, on n'est pas sur un rapport qui fonctionne. Il y en a combien ? On va en citer 3.
sur 20 ans. Arctic Monkeys. Non, mais ce dont tu soulèves, c'est que c'est vrai qu'il y a un meilleur accès à la musique de façon globale, ça c'est sûr, que les plateformes, ça y est certainement pour beaucoup, mais il y a aussi un meilleur accès à l'info tout court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, dis-moi si je me trompe, mais il y a les artistes ont plus le réflexe de se renseigner avant de signer un contrat, avant de faire un rendez-vous, il y a une meilleure information sur leurs droits, il y a moins de naïveté qu'il y a pu y avoir et qui avait été un peu créé par l'industrie musicale. Mais après, l'industrie musicale, c'est pas un mot péjoratif. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné besoin de s'organiser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en permanence si on a l'ambition, à un moment donné, de vouloir vivre de sa création. Le terme n'est pas élégant, l'industrie musicale, mais c'est le terme. Mais derrière, il recoupe tellement de vérités différentes, tellement de réalités différentes. Il y a des artistes qui sont soutenus par des gros labels en dépit de ventes catastrophiques pendant des années. Et il y a des génies dans des grands labels, hein, bien sûr. Pour revenir à YouTube, est-ce que j'ai pas bien compris si la SABAM avait confié la négociation avec YouTube à un intermédiaire, ou si c'est vous qui avez directement négocié avec YouTube? Jusqu'à cette année-ci, on l'a fait directement. Depuis cette année, on l'a confié à quelqu'un d'autre. Principalement, enfin, pour les aspects techniques, informatiques, etc., qui devenaient ingérables, mais aussi parce que notre répertoire en Belgique est relativement petit. Et on s'est associé avec des gens qui avaient beaucoup plus de répertoire, notamment les Anglais, hein, beaucoup plus de répertoire pour s'inscrire dans un pouvoir de négociation qui était beaucoup plus importante en commun, hein, c'est le thème d'aujourd'hui, que individuellement on pouvait avoir. Et quel est votre rapport maintenant avec YouTube? Quel est le poids que vous avez? Parce que tout à l'heure, on a évoqué le fait d'un passage en radio, ça vaut autant, un passage sur YouTube, c'est pas grand-chose. Et quel est l'espoir que vous pourriez avoir de faire augmenter les tarifs? On est certain de pouvoir augmenter les tarifs. Est-ce qu'on va pouvoir les augmenter d'une manière qui sera satisfaisante à tout le monde? Il y a plusieurs actions qui sont menées parallèlement, hein, parce qu'il y a aussi, alors désolé d'en parler devant quelqu'un de la SABAM, mais il y a une grosse action de la SACEM aussi qui est menée. La SACEM qui a quand même récupéré la gestion monde de la SCAP, la gestion monde de Warner Chappell. C'est-à-dire que on arrive en Europe parce qu'on est des Européens qui ne sont jamais satisfaits d'être considérés comme des mendiants, à obtenir des conditions bien meilleures que les Américains sur leur propre territoire avec leur propre GAFA. Donc, les compagnies américaines ont compris que leur intérêt, c'était de s'associer à nous et de défendre nos droits, auprès de la communauté européenne, même si c'est extrêmement compliqué, et de faire en sorte que d'uniformiser tout ça, ça ne peut que remonter, parce que de toute façon, on ne lâchera pas. Est-ce qu'un des problèmes n'est pas que YouTube, Google et finalement aussi les télévisions privées ne sont pas vraiment intéressés dans la musique? Eux, ils sont intéressés dans la publicité qu'ils peuvent montrer. C'est bien ça que... Et donc, on va aller les chercher où, les revenus? Dans la publicité? Oui, mais la publicité, elle découle de quoi? Ils ont en plus la publicité, hein, au final. Ça a l'air gratuit, mais ça ne l'est pas. Moi, j'avais une question un peu de notre côté. En tant que musicien, moi, j'ai des pièces musicales qui sont avec un éditeur et des pièces qui ne sont pas éditées. Donc, moi, j'ai déclaré à la SABAM moi-même. J'ai remarqué quand je jouais en front, c'est assez compliqué de que ce que j'ai déclaré là arrive à la SABAM. Parce que si je vais dans le répertoire de la SACEM, par exemple, je vois que la musique que moi j'ai déclarée à la SABAM, il n'est pas automatiquement dans les bases de données de la SACEM.
c'est des Si tu n'as pas des sous-éditeurs qui font ça, ce travail, est-ce qu'il n'y a pas un projet d'essayer de mettre toutes les sociétés ensemble et faire une base de données ensemble? C'est hyper compliqué. Mais ça devrait être simple, hein, mais c'est hyper compliqué. Ouais. Ouais, Parce que tout à l'heure, tu parlais du système ICE, il y a d'autres systèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait idéalement uniformiser tout ça. C'est un enfer. Dès qu'on va dans d'autres territoires, les codes SRC s'écrivent avec des tirets sans tirets. Pas unique en plus. Comment? Ils sont loin d'être uniques en plus. En plus. Il n'y a pas vraiment un code unique pour une œuvre. Si, il y a un code unique pour une œuvre qui s'appelle le WIC, mais qui n'est pas connu par les plateformes. Ça, c'est déjà un problème. Donc, il y a une dissociation au niveau des plateformes entre l'œuvre, la composition, hein, qui est gérée par la société d'auteur, et l'enregistrement, qui est quelque chose d'autre. Et l'enregistrement peut être fait d'une composition, mais c'est un produit à part, si vous voulez. C'est un enfer. Mais c'est en ça qu'il faut être actif. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il y a des sociétés de gestion collective, mais elles ne peuvent pas tout deviner. Donc, c'est à toi de prévenir la SABAM quand tu vas jouer en France et de faire en sorte que la SABAM intervienne sur la SACEM pour référencer tes œuvres. C'est impossible, t'imagines bien le nombre de concerts qu'il peut y avoir en France et le nombre d'œuvres jouées chaque jour. Il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un fasse remonter l'info. Donc, normalement, c'est le producteur du spectacle ou le diffuseur qui adresse sa liste à la société locale, tu vois. Mais ce sera jamais mieux que toi. Toi, tu sais ce que j'ai joué exactement. Tu vas pouvoir renseigner ça très bien. Oh, non. Je trouve que c'est assez paradoxe qu'on est en 2022 et on n'arrive même pas fait ça entre deux pays qui sont assez proches comme la Belgique ou la France. Mais qui n'utilisent pas les mêmes systèmes. Parce que c'est moi, effectivement, mais quand j'ai joué 50 concerts, chaque concert de voix fait le même. Je sais. Il y a un moment où ça... Et peut-être c'est quoi, 10 €, 15 € par concert. Il y a un moment où tu le fais plus. Oui, non, mais si, il faut le faire. Oui, je sais, il faut faire. Mais je trouve que peut-être on doit trouver des autres moyens. On est en 2022, c'est incroyable. Je suis d'accord. Fais-toi élire au conseil d'administration de la SABAM. Change ce règlement. Et d'ailleurs, demain, non, après-demain. Ah oui. Notre assemblée générale est après-demain, si tu es membre. Et si ton vas-y, va gueuler. Après, si tu veux, tu sais, le problème aussi, c'est que souvent, alors la vérité, c'est que ces instances sont dirigées souvent par des gros patrons qui ne savent même pas de quoi on parle, parce que de toute façon, il y a 50 personnes qui travaillent pour eux et qui n'ont jamais affaire à ces réalités-là. Donc, à un moment donné, toi, tu es membre de la SABAM, fais en sorte que ta société, elle te respecte. Vas-y et tu vas gueuler. Fais ton français. C'est l'après-midi, lundi après-midi, au Hôtel Ton à Bruxelles. Voilà. Il y a beaucoup d'hôtels Ton. Celui de rue de la Loi. General Assembly, yeah. En fait, pour poursuivre sur la question ici, on parlait tout à l'heure de la CIMIM, on parlait de Playwright, et finalement, moi je trouve que c'est énormément de démarches que l'artiste doit entreprendre. Et alors, voilà, tous les métiers sont compliqués, je l'entends, mais honnêtement, créer, faire de la musique, produire ces trucs, etc., se promouvoir, c'est déjà énormément de travail. Et je trouve que c'est hyper. On est d'accord, c'est en ça que sert un entourage professionnel, c'est en ça que sert d'avoir un manager, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ta paperasse et tout. Oublie pas un truc, moi je viens quand même d'un pays, la France, qui avant Jack Lang, ministre de la Culture, et avant les lois de 86, voyait crever ces artistes parce que leurs titres étaient diffusés, mais eux ne touchaient rien dessus, ils n'avaient aucun revenu. Et je parle des artistes interprètes, tu vois. Toutes ces sociétés de droits voisins qui ont été constituées en se disant il est normal que n'importe quel participant à une œuvre ait droit à une rémunération et pas uniquement les auteurs-compositeurs, ça a sauvé la vie de milliers d'artistes, au moins dans nos deux pays. Alors oui, c'est chiant. L'administratif, c'est chiant. Entoure-toi. Trouve des gens qui t'aiment et qui font ça pour toi. Je dis pas que la CIMIM, la Spedidam, tout ça, c'est des mauvaises idées, ou bien au contraire, moi je suis très content que ça existe. Mais oui, mais il y a de la paperasse.
Désolé. Mais il n'y a pas, Mm. à un moment donné, parce que du point de vue de la société, je comprends que c'est du sens de se dire, bah non, nous, ce qui nous intéresse, c'est le droit d'auteur, et puis qu'une autre société dise, ah bah nous, ce qui nous intéresse, c'est juste le droit voisin, mais du point de vue des gens qui créent, ça aurait beaucoup plus de sens de se dire que tout ça est un petit peu plus unifié. Mais ça n'a Énormément. aucun rapport. Tu parles de choses qui n'ont rien à voir. Non, non, mais C'est-à-dire du point de qu'un vue de la auteur, société, ça n'a pas de un rapport. compositeur n'est pas forcément un interprète, n'est pas forcément un musicien, j'entends. n'est pas évidemment un photographe, n'est pas. Enfin, tu te rends compte le nombre de corps de métier que ça Non, comporte la musique. je suis d'accord Tous avec ces corps toi, de mais métier ont des droits voisins. il y a, Tu vas pas pouvoir uniformiser ça. Comment tu veux faire? il y a énormément d'artistes qui. Oui, mais c'est pas les mêmes droits. Mais ce ne sont pas les mêmes droits. Mais du coup, moi j'ai une question. Mais j'ai jamais dit que c'était simple. Moi j'ai une question. Mais du coup, alors au niveau européen, Ouais. est-ce qu'il y a des discussions qui se passent sur l'idée d'avoir un droit d'auteur commun à toute l'Europe? Il n'y a pas de droit d'auteur unifié au niveau de l'Europe, mais il y a certains points généraux du droit qui ont été unifiés. On ne peut pas vraiment parler. Le droit d'auteur reste un droit national, territorial. Et il y a des Beaucoup d'aspects. dispositions qui concernent les licences multiterritoriales dans les directives européennes, mais ça, c'est plus pour les sociétés de gestion collective. Qui d'ailleurs, pour être clair, sont gérés par des dispositions européennes, hein, des directives Oui. européennes, de manière beaucoup plus contrôlée que n'importe quelle société privée, et qui sont contrôlés par d'espérer l'économie chaque année d'une manière beaucoup plus contrôlée que n'importe quelle société privée. Donc si vous pensez que la SABAM fait ce qu'elle veut, c'est très très loin d'être le cas. Hein. Donc on est contrôlé par des fonctionnaires du ministère d'économie, on est contrôlé par je ne sais pas combien de gens, et on a des très claires directives et législations à laquelle on doit répondre, hein, de termes dans lesquels on doit payer, les réserves qu'on doit tenir ou pas, même la constitution de notre conseil d'administration et la constitution de la gestion de la société sont tous gérés par des directives européennes et par la loi belge. Donc il y a un contrôle tatillon des sociétés de gestion collective Vrai, hein? qui coûte un pont aux sociétés de gestion collective et donc pour organiser leur système informatique. Et tout ce que les sociétés de gestion collective dépensent pour remplir cette paperasserie qui est imposée par les directives européennes, c'est tout cet argent qui est en moins pour les auteurs. Donc, mais qui voilà. sert comme mécanisme de contrôle pour s'assurer qu'il n'y a pas d'argent qui disparaît, etc., etc. Donc c'est toujours... C'est difficile aussi d'uniformiser vraiment le droit d'auteur pour des questions culturelles. C'est une notion qu'on a tendance à oublier, mais pour travailler avec des artistes qui viennent de pays très divers et variés, on se rend compte à quel point nous, on a grandi avec le droit d'auteur, ça nous paraît évident. Je veux dire, ça date de Beaumarchais, 19e siècle, c'est un acquis. L'ensemble des pays de l'Est, là, pour ne pas parler de la Russie, pour Les États-Unis. l'ensemble des pays d'Asie, les trois quarts des pays d'Afrique n'ont pas grandi avec cette notion-là. Donc, aller inculquer cette notion de droit d'auteur à quelqu'un pour qui c'est mon œuvre parce que je la chante, c'est mon œuvre parce que je te l'ai acheté, c'est mon œuvre parce que je ne sais même pas qui c'est l'auteur, c'est très compliqué. Moi, je parlais juste de l'Europe parce qu'elle se construit. Y Enfin, compris voilà. en Europe. C'est-à-dire que Ouais, vraiment, mais tout il à fait, hein. y a quand même des pays qui ont ressurgi de nowhere d'un seul coup et qui doivent appliquer des notions qui leur aient été étrangères pendant très longtemps. Il y a quand même un certain degré d'harmonisation. Hein, donc Oui, ça marche plutôt bien. Et avant ça, il y avait la Convention de Berne. C'est une vieille convention qui a quand même émis les bases, donc les bases du droit d'auteur sur le droit de... L'auteur a le droit d'accepter ou de refuser la reproduction de son œuvre, le droit d'interdire la communication, tout ça c'est harmonisé. Mais c'est plus dans... Allez, par exemple, au niveau européen, la directive, elle vous établit des bases, mais après, il y a un système d'exception. Et là, c'est un menu. Et chaque pays peut choisir dans le menu. C'est pas comme ça qu'on harmonise. Les directives européennes ne sont pas forcément appliquées au même moment par tout le monde. Ouais, et alors, comme c'est une directive, ça doit encore être transposé. Donc, c'est chaque législateur national qui peut rajouter son petit grain de sel à gauche ou à droite. Mais c'est de cet ordre-là que... Voilà, donc il y a une certaine harmonisation globale, mais... C'est toujours aussi le résultat d'un effort de lobbying des différentes parties
où les sociétés de gestion et les artistes même auront toujours tendance à vouloir être le plus régulé possible ou au moins d'avoir le plus de droits possible. Certains autres groupes, comme les GAFA, vont faire tout ce qu'ils peuvent pour avoir le moindre régulation possible. Donc c'est toujours un compromis. Mais au moins, il existe. Ah ouais. Et on ne peut pas dire que les plus gros artistes européens nous aident beaucoup. Ça, c'est un autre débat. Non, mais ça compte aussi. Hein. C'est-à-dire que pour le cinéma, on envoie des stars à Bruxelles, mais pour la musique, on les cherche. Et du coup, qu'est-ce que vous... ça va être quoi l'évolution du droit d'auteur dans les 20 prochaines années? Du coup, vous pensez quoi dans ce que vous voyez arriver? Moi, je ne suis pas voyante. Hein. Ah non, non, mais... Les principes fondamentaux du droit d'auteur ne vont pas changer. Hein. Ça va devenir de plus en plus technique, mais les fondamentaux ne vont pas changer. Existe-t-il des associations ou des militants contre les droits d'auteur? Oui, sûrement. Oui, probablement. Oui. Vous ne les connaissez pas? Ils ne sont pas très impliqués dans la cause. Si, il y a le Parti Pirate, bien sûr. Oui. Ouais, par exemple, ouais. Et qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'il n'y a pas nécessité d'avoir un droit d'auteur. C'est la liberté d'expression, la liberté de partage, l'Internet, c'est le gratuit pour tout le monde, plus ou moins ça. Enfin, j'ai pas envie de... Oui, c'est ça. j'ai pas envie de simplifier, mais ça va dans ce sens-là. Il faut simplifier. Oui, Les Moi pas. artistes Non, seraient ça- malheureux. Non, Je on ne serait pense. pas malheureux, on serait heureux. Hein. Enfin, libérer les droits non, d'auteur. ça, je pense pas. Je ne pense pas non plus. Mais non, mais vous vous rendez pas compte qu'en tant qu'artiste, on est obligé d'avoir un travail sur le côté pour vivre parce que vous distribuez mal les droits d'auteur. Enfin, moi, c'est ce que je vois de ce métier que j'ai dû mettre un peu sur le côté à cause de ça. Et ça, c'est comme si ça Et n'existait pas. comment est-ce que pour vous avez constaté qu'on distribue mal? Ben, parce que j'ai rien reçu. Ou j'ai dû payer moi-même parce que je sentais dans un endroit qui était chez moi. Enfin, c'était tout des trucs absurdes. C'est ça. Il y a un moment où je deviens contre les droits d'auteur, oui. Je n'aime pas les droits d'auteur. Ça m'empêche d'être libre. Mon propos vous semble bizarre? Vous avez la maîtrise absolue de vos droits sur vos œuvres. Donc, si vous avez envie de les donner au monde gratuitement, c'est une modalité d'exercice de votre droit d'auteur. On vit dans une société où il faut gagner de l'argent. Mais là, vous voulez gagner de l'argent et le moyen de gagner de l'argent, c'est d'utiliser le système de droit d'auteur qui vous permet de monnayer votre droit d'auteur, d'autoriser la reproduction de votre œuvre, d'autoriser la communication au public de votre œuvre, moyennant paiement d'une rémunération. Vous n'êtes pas obligé de passer par la SABAM, vous n'êtes pas obligé de vous affilier par la SABAM, vous pouvez gérer vos droits d'auteur toute seule. Si vous gérez vos droits d'auteur toute seule, il n'est pas question pour vous de percevoir des droits auprès de la RTBF, auprès des câblodistributeurs, mais rien ne vous empêche de faire ce qu'on appelle une gestion individuelle de vos droits d'auteur ou de confier à votre éditeur la gestion de vos droits. Et lui essaiera de maximiser éventuellement les droits qui pourraient être générés par l'exploitation de vos œuvres. J'avais Dans, bien compris, dans le mais ça système ne convient pas. du droit d'auteur, vous avez, donc c'est les Creative Commons aussi, dans le système de droit d'auteur, vous avez la possibilité de donner vos œuvres au monde gratuitement sans être payé. Mais c'est le système du droit d'auteur qui vous permettra aussi de percevoir de l'argent si des tiers utilisateurs de vos œuvres les exploitent. C'est tout. Alors ce n'est pas un mauvais système en soi. Alors il y a peut-être des choses qui clochent. Quand vous faites de l'autoproduction et que vous devez payer des droits d'auteur à la SABAM pour les recevoir après avec 30% de réduction, ça c'est très désagréable. On pourrait imaginer un système où la SABAM ne perçoit pas des droits d'auteur sur ce genre de situation pour des artistes autoproduits. Il y a des petites dérives comme ça, des effets pervers du système qui proviennent de la gestion collective.
mais que vous pouvez éviter par la gestion individuelle. Ou faire réformer, encore une fois. C'est-à-dire que les règlements et les lois, c'est fait pour évoluer. Hein. Donc, va à l'Assemblée générale et va gueuler. Ce que je ne comprends pas dans votre position, Oui, je c'est viendrai. si vous disiez je ne suis contre les droits d'auteur parce que ça m'empêche à moi de créer. Si vous avez cette position-là en disant en fait j'ai eu des problèmes parce que moi j'ai créé des œuvres et puis un autre auteur est venu en me disant oui mais ça m'appartient aussi, ça c'est original, ou que vous aurez repris certaines parties ou certaines mélodies et que vous aurez... Alors je vous comprendrais en disant mais finalement quelqu'un d'autre essaie d'utiliser ces droits d'auteur pour m'empêcher moi de créer. Et ça il y a ce débat-là aussi de toutes les œuvres dérivées et de tout ce qui est jusqu'où est-ce que quelque chose est original et appartient à quelqu'un, dans quelle mesure est-ce que je peux aller m'approcher de ce qu'il a fait sans pour autant atteindre ses droits. Et là, on a tous ces litiges de reprise, de plagiat, où on voit justement, allez sur YouTube et vous voyez des comparaisons, hein, un tel a fait ceci, l'autre a fait cela, plagiat, pas plagiat, création séparée ou indépendante. Là, je pourrais vous comprendre en disant, mais est-ce qu'on ne va pas trop loin? Est-ce qu'il n'est pas trop protecteur et ça m'empêche moi de créer? Si c'est comme ça que vous présentez les choses, je pourrais vous comprendre jusqu'à un certain point en se posant la question de savoir est-ce que la limite est bien placée par rapport aux droits des autres et mes droits de créer. Ça, j'aurais pu comprendre. Non, mais là, c'est parce que tu trouves qu'en fait, le système fonctionne mal. Mais ça se dit, ça se dénonce, ça se modifie. C'est un... J'irai lundi à la SABAM pour voir si c'est possible. De faire quoi? En gros, si je comprends bien la question, c'est est-ce que la SABAM va se réformer toute seule ou est-ce qu'il faut aller à l'Assemblée générale pour dire ça ne va pas? Il n'y a pas des mécanismes de la SABAM pour prendre... On se réforme tout le temps. Pas tout seul. Il y a des commissions, il y a des... Il y a des collèges, il y a des conseils d'administration, c'est comme chaque société, hein, on a des actionnaires qui sont les auteurs dans ce cas-là, qui choisissent une représentation qui est notre conseil d'administration, et notre conseil d'administration peut nous dire quoi faire, hein, et peut décider et d'ailleurs décide entre autres sur les tarifs. Donc il ne faut pas oublier que les tarifs et l'auteur de tarifs, etc., n'est pas décidé par l'administration de la SABAM. Hein, c'est décidé dans chaque société de gestion, c'est décidé par les ayants droit, par les représentants des auteurs. Et moi, je ne peux pas passer un tarif sans avoir l'accord de mon conseil d'administration, très clairement. Et d'ailleurs, je dois aussi, pour dire, je ne peux pas passer n'importe quel tarif, je dois l'envoyer à l'Espérer l'économie, ça doit être revu, ils ont 3 mois de donner des commentaires. On est peut-être un peu lent parfois, mais c'est aussi parce qu'on doit répondre à un processus qu'on doit suivre et qui est établi pour corriger les éventuelles erreurs et pour être le plus équitable possible. Encore une fois, les sociétés de gestion collective, elles sont gérées par les principaux intéressés. C'est-à-dire que la SABAM, c'est des auteurs, des compositeurs, des éditeurs. La CIMIM, c'est des producteurs phonographiques. Enfin, je veux dire, c'est nous qui décidons de nos propres règles. Donc, évidemment... Clairement, je vais à la SABAM lundi. Est-ce que j'aurai droit à la parole? C'est un cocktail mondain? C'est quoi exactement? Je sais peur. J'ai pas peur, mais je veux un peu préparer mentalement. Non, c'est très chiant. Ce que je ne sais pas, honnêtement, et je ne sais honnêtement vraiment pas, c'est que s'il faut s'inscrire d'avance ou pas. Ah, peut-être. Ça, je ne sais pas. Et peut-être qu'il faut s'inscrire. Je ne veux pas vous dire de ne pas y aller, mais je ne suis pas 100% sûr. Moi, je ne suis pas auteur, donc je ne le sais pas. Mais à côté de ça, je pense que tout le monde a le droit de poser n'importe quelle question. Allez, j'ai déjà vu quelquefois des questions un peu intéressantes qui étaient posées. Enfin, ils vont répondre. Hein. Notre CEO sera là, notre président du conseil d'administration, il y en a autre qui pour les Flamands, sera là. Et une partie de l'équipe de direction sera là. Ils vont répondre aux questions. Clairement. Ça sert à ça, hein. Les assemblées générales, ça sert à ça. Hein. Et ils vont vous demander de voter si oui ou non vous êtes d'accord avec certains règlements, changements de règlement, etc. Comment on fait pour voter? Question. Pour voter, on le fait comment? Quel pouvoir chaque vote? C'est pas. J'imagine que c'est pas 100% démocratique, non?
Il n'y a pas des infos sur le portail Sabam? Il y a certainement des infos sur le portail La Sabam. Je pense, si je me trompe, à nouveau, je ne suis pas le spécialiste dans ce domaine, je pense qu'il faut avoir... c'est une coopérative. Donc, chaque membre de la Sabam est actionnaire parce qu'il achète un part dans la coopérative. Je pense qu'il faut faire un volstorten, je ne sais pas en français, qu'il faut avoir un part complète, quelque chose pour pouvoir voter, mais à côté, à mon avis, c'est 130 €, un truc comme ça. Mais à côté de ça, il n'y a pas d'autres règles que ça. Hein. Il faut être actionnaire de la Sabam et actionnaire complète de la Sabam, and that's it. Et pour le reste, ouais, il y a certains postes qui sont ouverts, pas tous au même moment, certains postes qui sont ouverts, il y a des candidats. Si vous aurez été intéressé il y a 4 mois, vous pouvez vous annoncer comme candidat, mais c'est bien sûr pas à la dernière minute que ça va, mais bien à temps, tout le monde peut se présenter comme candidat pour le conseil d'administration, et voilà. Allez, il y a, je pense, 20 auteurs qui sont dans notre conseil d'administration. Hein. Une question. Je suis en train de défendre un mécanisme Non, mais c'est ça. tout à fait naturel. C'est hein. démocratique. C'est démocratique, comme dans chaque société où les actionnaires peuvent décider sur le futur de la société. Exact. Exact. Parce que ça n'a rien à voir avec la valeur que tu mets dans la société. Chaque vote est égal. Pardon. En fait, je voulais savoir, imaginons par exemple une personne qui est à la fois auteur donc, pour une comédie musicale, il écrit l'œuvre, il fait la musique et il gère une partie chorégraphique. Oula. Donc en fait, il est multitalent. Voilà. Moi, ma question, c'est au niveau des droits d'auteur, est-ce qu'il va percevoir les droits pour chaque partie ou bien c'est globalisé? Non. Il va être demandé de déclarer, de documenter chaque prestation séparément, et à ce moment-là, s'il y a des droits pour cette prestation, ils seront payés. Donc ça dépend si l'œuvre est considérée comme une œuvre unique, une œuvre indivisible, indivise, ou une œuvre divisible. C'est-à-dire Si les parties peuvent être exploitées séparément ou pas. Ah ouais, comme ça. Donc Typiquement, ça peut avoir une influence. Mais de toute manière, au niveau des sociétés d'auteurs, vous distinguez les parties. Et par exemple, une œuvre audiovisuelle, c'est typiquement une œuvre qui est multidisciplinaire, où il y a des musiciens, des auteurs musique qui créent la composition, le soundtrack de l'œuvre audiovisuelle. Il y a des régisseurs et des scriptwriters qui sont aussi des auteurs, mais des auteurs audiovisuels. Il y a peut-être des écrivains de théâtre, ou musical, ou quoi que ce soit. Dans votre exemple, ils sont chacun à leur place. Moi, ce que je dis, c'est qu'il fait tout. Oui, mais il dépend. Il a différentes casquettes, quoi. Voilà, exactement. Chacune des casquettes. Exact. Ok, donc en fait, moi, ma question, c'était pour savoir si une personne, il est multitâche, il a plusieurs rôles, son droit d'auteur sera dans autant de fois qu'il a de... Il y aura un gâteau qui sera divisé entre les différentes composantes de l'œuvre. Donc ça, il faut bien comprendre, effectivement, c'est une bonne remarque, que la valorisation est faite au niveau de l'œuvre. Donc il y aura... Global. Global. Donc si c'est une production audiovisuelle qui est diffusée sur télé, on va à un moment donné donner une valeur à cette émission, à cette production audiovisuelle. Et puis après, cette valeur-là sera distribuée dans les différents acteurs qui sont présents, évidemment les éditeurs aussi. Et si vous êtes en plus producteur de cette œuvre-là et vous êtes membre de la CIMIM et vous l'avez déclaré correctement chez la CIMIM, vous pouvez aussi toucher des droits pour ça. Si en plus c'est distribué par câble, ce qui veut dire que les artistes-interprètes ont aussi, depuis 2014, un droit de rémunération, et vous êtes inscrit à Playwright avec les mêmes bonnes déclarations de l'œuvre, vous touchez aussi des droits de Playwright. Donc,
le message est fait en sorte que, malheureusement, même si c'est chiant, que votre administration est correcte. Parce que vous pouvez vous imaginer que pour vous, c'est beaucoup de travail, mais si nous, on doit le faire, on ne peut pas le faire, parce qu'on peut pas savoir ce que nos membres font, mais si on doit le faire pour 43 000 membres et des millions d'œuvres, ça devient encore plus à une autre échelle, je dirais. Donc ouais, d'ailleurs, c'est même la question, est-ce qu'on aura le droit de distribuer de l'argent pour des auteurs qui ne nous ont pas dit qu'ils sont auteurs d'une œuvre? Allez, ça serait un peu bizarre, Ça quoi. va être compliqué, oui. Donc il faut nous dire que vous êtes l'auteur. Et d'ailleurs, parfois, on va même vous demander des preuves. Il y a des Justement, conflits. cette question que je soulevais tout à l'heure de la difficulté administrative pour les auteurs, c'est parce que personnellement, c'était quand j'ai commencé à faire de la musique, clairement, c'était quel est le terme? C'était vraiment overwhelming. C'est beaucoup à prendre d'un coup parce que on est en train d'apprendre un métier qui est le métier de musicien. On est en train de découvrir tout un tas de trucs et en fait, au moment où on a le plus besoin d'être structuré administrativement, c'est le moment où on a le moins de temps et le moins de disponibilité d'esprit. Et c'est seulement après avoir eu toutes ces galères avec la SABAM qui nous font nous dire que finalement la SABAM c'est pas nos amis, c'est nos ennemis, qu'on finit par comprendre plus ou moins comment ça Si fonctionne. vous êtes un start-up, si vous commencez un café, pardon. À Boulanger, vous allez prendre. À Le café, c'est bien Boulanger, aussi. si vous commencez un café, il faut aussi vous mettre en règle avec toute la législation autour d'exploitation d'un café au niveau des limites de son, etc., etc. Il faut arranger un contrat avec un brasseur, il faut arranger des contrats avec la SABAM, avec la CIMIM, etc., pour pouvoir diffuser de la musique. Il faut trouver du personnel, il faut les inscrire et trouver un secrétaire social. Il faut trouver un comptable. Ce comptable doit être fiable. Allez, je veux dire, c'est pas différent. Hein. Non, on s'entend. Dans la description, c'est pas différent, mais dans les faits, en fait, les gens qui vont tenter de se lancer dans la musique, c'est des gens qui tâtonnent un petit peu et puis qui. Ouais, mais encore une fois, c'est à ça que ça sert un entourage professionnel. C'est-à-dire que c'est pas s'il y a des gens qui sont managers, s'il y a des gens qui sont éditeurs, s'il y a des gens qui sont tourneurs, c'est parce que c'est des métiers spécifiques. Donc, Mais il y a des structures après, d'encadrement aussi. Il y a la Smart ASBL, par exemple. Non, Oui, non. Amplo et tout ça, ouais. Mais enfin, voilà, il faut pas me convaincre de ça. Moi-même, j'en suis convaincu. Moi-même, j'encadre des artistes aujourd'hui. Ouais. Et voilà, pour moi, ça va. Mais effectivement, mon expérience, elle était celle-là, à savoir, c'est vraiment difficile d'aborder ça alors qu'on est préoccupé par tout un tas d'autres choses. Et c'était mon expérience et je constate que justement, typiquement, tous les artistes que j'accompagne aujourd'hui, ils ont cette même expérience. Je les accompagne pour aller s'inscrire à la SABAM parce que quand ils essaient de remplir les formulaires, ils se posent plein de questions. Ils se disent oui, mais je m'engage légalement à quelque chose. Qu'est-ce que c'est? D'où aussi l'intérêt d'avoir une conférence. Oui, mais, comme celle-ci mais produire un disque, c'est aussi s'engager contractuellement. C'est des fois embaucher des musiciens, c'est encore une fois un graphiste, un photographe, une attachée de presse. Je veux dire, c'est tout. Enfin, sauf à déléguer ces missions-là, tout ce que tu vas faire toi-même, oui, c'est au final la musique que tu feras le moins dans l'histoire, c'est sûr. À nouveau, c'est pas différent de quelqu'un qui commence un café, qui doit aussi chercher un comptable parce qu'il n'est pas diplômé dans la comptabilité. Il ne peut pas faire un certain niveau d'administration lui-même, donc il cherche. S'il prend son activité comme une activité avec laquelle il va faire son salaire, il va survivre, il cherche à faire accompagner par une structure professionnelle. Faire tout seul, c'est un sacerdoce. Hein, Non, mais on s'entend. C'est que les gens valuent un café 1 euro, 2 euros avec la musique. Malheureusement, les gens ne payent rien pour la musique. Mais il y a aussi une autre différence que pour le moment, la musique, pour produire lui-même, le coût n'a rien à voir avec le risque qu'un entrepreneur prend dans un café, hein, qui a un risque de dizaines de milliers d'euros ou même centaines de milliers d'euros. Donc il faut tous... Ça dépend de comment on le voit. Parfois, il y a des musiciens qui passent des heures et des heures et des heures et des heures à faire de la musique. Ils ne vont jamais être rémunérés pour ça. C'est vrai, c'est un coût différent. Mais moi, même si je suis tout à fait d'accord avec les sociétés de droits d'auteur, c'est quelque chose qui s'est évolué. Moi, en tant que membre de l'ASGAE, qui est l'équivalent en Espagne avant, là, c'était vraiment n'importe quoi. Franchement, aujourd'hui, là aussi, il y a
les membres de Sky qui, à un moment donné, ont pris action. Hein. Oui, exactement. Mais, donc ça montre le niveau de démocratie de ce genre de société de gestion. Mais en tout cas, j'apprécie qu'aujourd'hui, on peut suivre. Il y a une transparence d'où ça vient l'argent beaucoup mieux qu'avant. C'était juste un chiffre que tu ne savais même pas où ça venait. Là, aujourd'hui, on apprécie ça. Et c'est le chemin qu'il faut prendre, je pense. Ça, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aussi, hein, de détailler de plus en plus exactement quelles sont les sources du montant d'argent qui est reçu. Y a-t-il encore des questions? Oui. C'est une question que j'avais posée tout à l'heure, mais j'ai pas de chance parce que Laurent est parti faire pipi. Où s'est échappé? Je ne sais pas. Donc si vous avez d'autres questions en attendant. Oui. On va peut-être faire les... Oui, j'ai une question. Il y a l'auteur de Calvin et Hobbes n'a pas voulu qu'on fasse du merchandising avec son œuvre. C'est une bande dessinée. Hein. Mais lorsque je vois certaines publicités qui sont accompagnées de musique des Doors ou de Janis Joplin, je me dis, est-ce que ces soi-disant ayants droit ne sont-ils pas en train de violer l'auteur ou l'autrice en vendant leurs trucs de toutes les manières? Le droit d'auteur est hérité. Hein, donc le droit d'auteur, le moment que l'auteur est décédé, peut passer à ses héritiers, à ses enfants ou n'importe qui ont à ce moment-là, corrige-moi, la possibilité de décider librement ce qu'ils font avec. Donc il faut. Est-ce que c'est à la volonté du père? Je ne sais pas, mais c'est leur droit de se décider là-dessus. Les héritiers exercent le droit moral de l'auteur. Et est-ce qu'il y a des licences qui prévoient une limite à ce qu'ils peuvent faire? À partir du moment où ils ont hérité du droit d'auteur de leur père, testament. Ils ont hérité du droit moral, et donc ils décident d'autoriser une exploitation de l'œuvre de leur père, ou ils autorisent une adaptation de l'œuvre de leur père en contrepartie d'un certain montant, mais c'est eux qui exercent le droit moral, et ils peuvent, au nom du droit moral, s'opposer à certains types d'exploitation. En général, non. En général, oui, non, ça arrive. Sauf erreur, si ils héritent... Enfin, déjà, il faut splitter les droits patrimoniaux des droits moraux. Sauf erreur, si l'auteur décide que ce serait une autre personne qui devrait gérer ses droits moraux après sa mort, il peut quand même désigner une autre personne que ses enfants. Oui, bien sûr. Donc, mais ça, c'est alors à ce moment-là. Donc, si tu n'as pas confiance dans tes enfants, il faut le dire maintenant et désigner quelqu'un. Voilà. En tant qu'artiste, si on veut que son œuvre porte certaines valeurs, il vaut mieux les préciser dans la licence que l'on crée pour dire que certaines utilisations ne seront pas autorisées, même si je ne suis plus là. Il y a eu une affaire à la Comédie Française avec une pièce de Bernard-Marie Coltès. Bernard-Marie Coltès est mort. C'était... je ne sais plus comment s'appelle la pièce. Mais donc, jouait dans cette pièce un personnage arabe. Et la Comédie Française a décidé que l'acteur qui devait représenter l'arabe était un kabyle. Et l'héritier de Bernard-Marie Coltès, son frère, a dit « Ah non, il n'en est pas question. Bernard-Marie Coltès a toujours voulu que les personnages des Arabes soient joués par des Arabes, les Noirs soient joués par des Noirs, et il n'est pas question que ce soit un kabyle. » Et donc le frère de Bernard-Marie Coltès a attaqué la Comédie Française en s'opposant, au nom de son droit moral à l'intégrité, à la représentation de cette pièce parce que l'acteur était kabyle et non pas arabe. Bon, le tribunal
ne lui a pas donné raison. Il a dit que à partir du moment où il n'y avait pas dans les didascalies de la pièce de théâtre une indication claire de Bernard-Marie Coltès disant que le rôle de l'arabe devait être joué par un arabe, eh bien, l'héritier ne pouvait pas s'opposer à cette situation. Voilà. Donc ça, c'est un cas d'application du droit moral à l'intégrité. Où on a en plus respecté la volonté de l'autrice ou de l'auteur. Parce que moi, je vois des cas où c'est visiblement exactement l'inverse. Il piétine la volonté de la personne qui a créé l'œuvre, parce que, enfin, d'un autre côté, tout le monde a besoin d'argent, hein, mais souvent, il ne s'agit pas de petites rémunérations, c'est pour des œuvres qui rapportent énormément. Non, mais je peux vous donner d'autres exemples dans la jurisprudence. Par exemple, il y a la piscine de Salzine à Namur, où il y avait une fresque de Geo de Vlamingh. Cette fresque de Geo de Vlamingh a été détruite au moment de la restauration de la piscine de Salzine et a été remplacée non pas par les naïades de Geo de Vlamingh, mais par des surfeurs, des palmiers, des ballons rouges, enfin un paysage, voilà. Et donc, la SBL, les amis de Geo de Vlamingh, ont attaqué la ville de Namur pour avoir détruit la fresque de Geo de Vlamingh. Et le tribunal de Namur a donné raison à la ville de Namur en faisant une balance entre le droit à l'intégrité de l'auteur et l'intérêt général. Et elle a considéré que l'intérêt général, dans ce cas-là, prévalait sur l'intérêt particulier de l'auteur, le droit moral de l'auteur, à faire valoir cette fresque qui était en très très mauvais état. Elle n'a pas été détruite gratuitement. Elle était en mauvais état, attaquée par les mycoses et la chaleur de la piscine. Voilà. Donc il y a des cas, il y a d'autres cas. Il y a une pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot, où Samuel Beckett a exigé que le rôle des personnages de sa pièce soit tenu par des hommes, ça ne pouvait pas être des femmes. Et donc il y a un metteur en scène qui a eu l'idée originale de mettre des femmes. Les héritiers de Samuel Beckett ont attaqué, et là, le tribunal a donné raison aux héritiers au nom du droit moral à l'intégrité. Donc voilà, il y a... C'est des exemples avec des bons héritiers. En fait, c'est un peu à l'appréciation du juge, quoi. C'est toujours à l'appréciation du juge. Son boulot, c'est d'apprécier. Il y a toujours Et une le appréciation. juge qui explique la loi. Ça, c'est son rôle, d'expliquer la loi. Il interprète la loi. Vous pouvez l'interpréter, mais vous pouvez avoir tort, tandis que le juge, il a raison. J'avais une question à vous poser par rapport à comment dire comment qualifier ça, quand le fait de pouvoir employer des œuvres à des fins pédagogiques et oui. Il y a une exception au droit d'auteur qui couvre l'utilisation dans le cadre de l'enseignement, l'éducation et la recherche. Qui d'ailleurs est payé, parce qu'il y a une rémunération qui est versée pour ça. Une rémunération équitable, on en a parlé. Équitable, voilà. Qui est versée pour ça. Et, mais du coup, typiquement, moi dans mon cas, je donne des cours de chant, des cours de guitare. Donc dans ce cas-là, si, imaginons qu'hypothétiquement mes élèves chantent des morceaux qui soient couverts par le droit d'auteur, être reconnu comme établissement d'enseignement. Non, ça fait partie des conditions. Donc si vous êtes reconnu, c'est le problème, toujours le problème avec les exceptions de droit d'auteur, c'est qu'elles sont soumises à une batterie de conditions. Et donc il faut aller les rechercher, parce que des exceptions pour pédagogique, il y en a 2 ou 3. Et donc il faut voir dans laquelle vous êtes, et puis il faut lire toutes les conditions et voir si vous remplissez toutes les conditions. Et ça vient du message clé et cœur des directives européennes que le droit d'auteur doit toujours être interprété de manière restrictive. C'est-à-dire les exceptions doivent être très bien définies, et ça doivent être des exceptions parce que le droit d'auteur est assez important. Et en plus, by the way, dans les exceptions, il y a encore des exceptions, et donc typiquement, par exemple, les tablatures, donc
Donc normalement, vous pouvez faire des copies d'articles ou d'autres choses quand vous êtes dans le cadre d'exception, et après on exclut de ça de toute manière les partitions. Je vous le dis ça au cas où, si vous avez l'idée de photocopier des partitions pour vos étudiants, ça sera encore plus compliqué. Il y a une société de gestion qui gère ça. C'est vrai, hein. C'est pas la SABAM. On travaille à l'oreille. L'enseignement paye une rémunération pour pouvoir faire ça. Mais du coup, en fait, je voulais étendre ma question à... Parce que tout à l'heure, on parlait de YouTube. Et je sais qu'il y a beaucoup de chaînes, de chaînes dédiées à la musique sur YouTube qui se plaignent énormément de ça, du fait que, en fait, dès qu'ils essayent ils montent des vidéos à des fins pédagogiques et leurs vidéos sont systématiquement strikées. Ouais. Oui. Bah oui. Mais pourtant, il y a des exceptions, du coup, pour... Il y a certaines exceptions très limitées, avec énormément de conditions. Et le pire, c'est qu'au niveau des exceptions dans les directives européennes, c'est que c'est un menu. Donc, vous avez en Belgique, les exceptions pour fin pédagogique sont telle et soumises à telle et telle condition. Mais en France, ce ne sera pas pareil. Et en Espagne, ce ne sera pas pareil. Et ainsi de suite. Et en Italie, ce ne sera pas pareil. Donc, c'est un casse-tête. Et puis après, si vous appliquez en plus YouTube, qui lui est transversal et international, quelle exception s'appliquera à qui, comment, quoi, là, à ce niveau-là, c'est typiquement le cas du problème de l'harmonisation, je pense. Pour être très clair, ce n'est pas les sociétés de gestion qui vont bloquer ça. Hein. Ces sociétés de gestion ont donné une licence de droit d'exécution, droit mécanique jusqu'à un certain niveau, à YouTube. Ce genre d'exception, s'il y a des blocages du blacklisting, etc., c'est typiquement les éditeurs de manuels scolaires. Non, les maisons de production, les producteurs de disques, donc les labels, les majors, qui vont établir des blacklists, etc. Donc notre licence n'inclut pas certaines œuvres qui ne peuvent pas être incluses. Mais la licence des labels, clairement. D'ailleurs, aussi pour télé. Hein. Il y a des systèmes de licence aussi pour télé qui ont des blacklists. C'est-à-dire, par exemple, que, je pense entre autres, les Rolling Stones ne permettent pas l'utilisation de leur œuvre dans un documentaire de l'RTBF ou quelque chose comme ça. Donc, il y a des blacklists qui existent. Mais pas au niveau de société d'auteur. Oui. Je vous dis au revoir, mais il faut que j'y aille. Au revoir, Philippe. Bonne soirée. Au revoir. Merci à vous. Et donc, on imagine le cas d'une personne qui veut faire une reprise d'Adamo, mais qui demanderait que Adamo ne demande pas de droit d'auteur. Et dans quelles conditions est-ce que c'est possible ou c'est pas possible? C'est flou comme question, parce que ça veut dire quoi, une reprise sur un disque? Sur je sais pas, un roman photo qui bouge sur Internet et puis il y a une autre personne qui chante sa chanson. Faut lui poser la question. Mais on passe par toi. On peut passer par moi, oui. D'accord, merci. Et en général, il est plutôt... Il n'y a pas de généralité. D'accord. Chaque cas est un cas particulier. Mais c'est possible. C'est pas impossible. À l'auteur, c'est... Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est par rapport à l'arrangement musical. Du coup, si on reprend un morceau, qu'on le tord, comment ça se passe? Est-ce qu'on a le droit de le diffuser? Dans quelles circonstances? C'est toujours délicat parce que du moment où il y a altération d'une œuvre, il y a autorisation nécessaire. En fait, il faudrait vraiment savoir dans quel sens tu le tords pour te répondre de façon précise. Donc, il y a tout un répertoire. Je dirige des chorales, je fais des arrangements à ouais. chaque fois. Parce qu'il y a des morceaux qui marchent tout de suite pour chorale et d'autres qui ne sont pas du tout faits pour ça.
Il y en a certains que je vais énormément modifier, il y en a certains, je les Oui, laisse mais presque tels quels. énormément modifié, ça veut rien dire. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est quoi? Tu changes la musique, tu ajoutes quelque chose en C'est-à-dire, je plus. peux réharmoniser, je peux rajouter des claves. Oui, mais réharmoniser, c'est pas modifier. Enfin, une harmonie, c'est du moment où tu n'altères pas l'intégrité de l'œuvre, un arrangement. Parce que j'ai déjà entendu dire qu'il fallait demander des autorisations, mais à qui est-ce qu'on demande une autorisation Au titulaire des droits. Alors, qui est le titulaire des droits? C'est soit l'auteur, soit il a cédé ses droits à son éditeur, c'est à l'éditeur, soit on se retourne vers la société d'auteur qu'il représente. Donc, si c'est la SABAM, on s'adresse à la SABAM. Alors, la SABAM a parfois des attitudes totalement hypocrites avec ce genre de situation. Elle va vous dire oui, vous pouvez le faire, mais vous devez payer plein pot des droits de reproduction et de communication au public. Vous devez payer plein pot. Ou alors, vous avez une autorisation d'arrangement, et donc vous pouvez percevoir une part d'arrangeur sur l'arrangement que vous avez fait. Mais en général, ce n'est pas ce qui est accepté par l'auteur. Il y a une espèce d'hypocrisie. On va dire OK, mais vous payez la totalité des droits d'auteur et vous n'avez pas de part d'arrangeur. Vous ne pouvez pas revendiquer des droits d'auteur sur votre arrangement. Ok. Et j'ai aussi une autre question par rapport à la musique traditionnelle. Oui. C'est-à-dire qu'on a ce groupe avec lequel on fait de la fusion, mais on travaille beaucoup avec des textes traditionnels cubains. Et en fait, on se pose la question, constamment, on est toujours en train de se poser la question de est-ce que c'est de la création ce qu'on fait? Parce qu'en fait, on compose de la musique, on écrit des grilles, oui. on écrit des mélodies, mais en fait, beaucoup de nos textes sont les textes et les mélodies sont des chants traditionnels. Oui, Et mais on ça sait se pas si on a dépose le droit de les des déposer. arrangements, bien sûr. Donc, c'est un arrangement sur le domaine public, c'est comme ça qu'on va le qualifier. Vous aurez une part de droit d'auteur sur ce que vous avez créé, ça va devoir faire l'objet d'une évaluation. Et pour ce qui concerne le chant traditionnel ou le texte dans le domaine public, vous percevrez une part moindre de droit. Mais vous pouvez déclarer une œuvre comme arrangement sur le domaine public. Absolument. C'est juste. Ah oui. Merci. Est-ce qu'on ne peut pas, et d'ailleurs ça fout le désordre dans tout ça, déclarer qu'une œuvre a été produite par une société? Parce que les sociétés d'abord sont immortelles, elles, contrairement aux humains. Ça doit être une personne physique. Personne physique. Donc, l'auteur d'une création est toujours une personne physique et elle peut céder ses droits à une personne morale, à une société. Bon. La SABAM accepte qu'une société s'affilie comme titulaire de droits d'auteur et donc perçoit à la place de la personne physique les droits d'auteur. Oui, donc ce sont des possibilités qui existent. Oui, oui, non, mais le premier truc, donc ça part d'une personne physique et on peut pas créer la fiction que c'est une société, une personne morale qui a créé l'œuvre. Donc, ces personnes morales, finalement, elles ont des existences juridiques, mais heureusement, elles sont limitées. Les producteurs, d'ailleurs, si. Donc, la CIMIM, les producteurs de disques, ça peuvent être des personnes sociétés. morales, oui. Titulaires de droits mais voisins. des artistes interprètes, ni les auteurs. Voilà, c'était la dernière question. Et merci à tous d'être venus et d'avoir répondu à toutes vos questions.